On dit que la meilleure vengeance est de mener une vie prospère. Mais je vais vous confier un petit secret. La meilleure vengeance, c'est d'être assis à la table d'un restaurant face à vos ennemis et de les laisser penser qu'ils ont déjà gagné. Bienvenue à nouveau dans La vraie vengeance d'un père. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Le truc avec la richesse, c'est que personne ne vous croit quand vous avez l'air pauvre. Je le dis littéralement. Je conduis un UAZ Patrio de 2006 avec une fissure sur le rétroviseur passager que je compte réparer depuis 3 ans. Je porte une montre Vostok. Pas par ironie, ni comme une excentricité de milliardaire. Je l'aime, c'est tout. Elle donne l'heure. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. Que demander de plus à une montre? Je m'appelle Inia Vesevolodovic et, depuis 22 ans, je suis propriétaire de Severprom Logistica, un conglomérat de fabrication et de logistique qui occupe discrètement le sommet de son secteur. Nous déplaçons des marchandises à travers 14 régions du pays. Nous employons un peu moins de 4000 personnes. L'année fiscale dernière, nous avons dégagé un bénéfice dont le chiffre ferait refroidir votre café si je vous le disais. Mais croisez-moi un mercredi matin devant ma maison à Kaliazine, dans la région de Tver, en train d'arroser mes tomates en chemise de flanelle et vieux sabots de jardin, et vous me proposeriez un coupon de réduction plutôt qu'un siège au conseil d'administration. C'est exactement comme ça que j'aime les choses. Ma fille Miroslava, que Dieu la bénisse, n'a pas hérité de mon amour pour l'invisibilité. Elle est vive, elle est belle, elle a le rire de sa mère et, malheureusement, le goût de sa mère pour les hommes dramatiques. Lorsqu'elle a ramené Sava à la maison pour la première fois, il y a 3 ans pour le Nouvel An orthodoxe, je lui ai serré la main, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit, on n'a jamais dit non à cet homme de toute sa vie. On le remarque toujours, il y a un éclat particulier chez ces gens-là. Comme si le monde les avait polis toute leur vie. Sava n'était pas une mauvaise personne. Je tiens à ce que ce soit clair. Du moins, c'est ce que je me répétais. Il était intelligent, bien habillé, avec une assurance qui remplissait la pièce. Quand je l'ai discrètement soumis à notre processus de vérification interne, oui, je fais enquêter sur les petits amis de ma fille, et je n'en excuse pas, ses chiffres étaient solides. Ses instincts étaient aiguisés. Alors, quand Miroslava m'a dit qu'elle était sérieuse à son sujet, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite pour aucune recrue en 22 ans. J'ai promu par émotion. J'ai nommé Sava PDG de Severprom Logistica. Il n'avait aucune idée de pour qui il travaillait réellement. Pour autant que Sava le sache, il avait été chassé par un cabinet de recrutement prestigieux, interviewé par un panel de cadres et avait obtenu le poste par pur mérite, ce qui, pour être honnête, était en grande partie vrai. J'ai juste un peu graissé les charnières de la porte. Miroslava savait, bien sûr, elle trouvait cela à la fois mignon et insensé. Papa, m'a-t-elle dit le soir où je lui ai avoué, assise au comptoir de ma cuisine avec une tasse de thé au tilleul. Tu comprends bien que c'est un scénario de série télé. Je préfère y voir une planification familiale stratégique, lui ai-je répondu. Elle m'a lancé ce regard. Vous, les pères, vous connaissez ce regard. Celui qui dit, je t'aime, mais tu es complètement fou. Pendant 14 mois, tout s'est bien passé. Sava gérait l'entreprise avec brio, mieux que je ne l'espérais, honnêtement, ce qui à la fois me plaisait et m'agaçait, car cela signifiait que Miroslava avait meilleur goût que je ne l'admettais. Et je n'étais pas encore prêt à l'avouer. Puis, un jeudi soir de mars, Sava m'a appelé. Pas comme un gendre. Il m'a appelé comme il le faisait toujours, chaleureux, respectueux, avec ce ton un peu théâtral qu'ont les jeunes cadres quand ils pensent parler à un vieil homme simple. Inia Vesevolodovic, a-t-il dit, je veux que vous veniez dîner pour rencontrer mes parents officiellement. Ils sont en ville pour le week-end. Honnêtement, ils posent des questions sur vous depuis un moment. Quelque chose s'est noué dans mon estomac quand il a dit ça. Pas une alerte exacte, plutôt la sensation que vous avez quand un mot vous semble familier, mais que vous ne parvenez pas à situer où vous l'avez entendu. Ils posent des questions sur moi? Ai-je demandé? Oui, a-t-il répondu, et il y a eu un silence d'une demi-seconde qui a duré un peu trop longtemps. Vous savez comment sont les parents, ils veulent savoir dans quelle famille leur fils est entré. J'ai failli dire non. Mon instinct me parlait clairement. Mais il y a une version de moi, celle qui a passé 30 ans à bâtir un empire à partir de rien, la version qui a été testée et qui en est ressortie indemne, qui ne fuit pas les pressentiments. Elle marche vers eux lentement, les mains dans les poches. Bien sûr, ai-je dit. Dis-moi où. Le restaurant s'appelait La Toison d'Or, le genre d'endroit où le menu n'affiche pas de prix et où les serveurs se présentent par leur prénom en vous regardant dans les yeux comme s'ils avaient été entraînés pour cela. J'ai mis ma chemise de flanelle la plus propre exprès. Sava m'a accueilli à la porte, fraîchement coiffé, portant une veste qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il a regardé ma chemise et, à son honneur, à son véritable honneur, il n'a pas bronché. Vous êtes superbe, a-t-il dit. J'ai l'air d'un homme qui a trouvé une place de parking, ai-je répondu. Il a ri. Pas moi. À l'intérieur, Arkip et Evdokia étaient déjà installés.
Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose sur les premières impressions. D'après mon expérience, les gens qui ont fait quelque chose de mal surcompensent toujours lorsqu'ils vous rencontrent. Ils sont trop chaleureux, trop accueillants. Le sourire arrive avant le regard. Arkhip s'est levé et m'a serré la main avec ses deux mains, la double poignée de main, qui signifie soit une sincérité profonde, soit un calcul profond. Il a dit, « Igna, nous avons tellement entendu parler de vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. » Evdokia a touché mon bras et a dit que j'avais l'air merveilleusement à l'aise, ce qui, dans le langage des restaurants chics, signifiait qu'elle avait repéré ma flanelle et l'avait classée dans la catégorie « ne représente pas une menace ». Bien. Nous avons commandé. Nous avons bavardé de tout et de rien. Sava parlait de l'entreprise avec prudence, comme il le faisait toujours devant moi, gardant les détails flous parce qu'il pensait être de la courtoisie professionnelle. Arkhip a posé des questions sur ma petite propriété à Kaliazine, que Miroslava avait apparemment mentionnée. J'ai dit que je faisais pousser des tomates. Il a hoché la tête de la façon dont les gens hochent la tête quand ils ont arrêté d'écouter. Et puis, environ 40 minutes plus tard, juste entre le plat principal et le moment où je commençais à me dire que j'avais être tout imaginé, Arkhip a glissé sa main dans la poche intérieure de son veston. Il a sorti une enveloppe, couleur crème, épaisse, le genre d'enveloppe qu'on n'achète pas au kiosque du coin. Il l'a posée sur la table devant moi avec douceur, délibérément. De la manière dont on pose un objet quand on veut que l'autre comprenne que ce qui est à l'intérieur est significatif. Il a croisé ses mains. Evdokia a pris son verre de vin. Sava, et c'est la partie sur laquelle je reviens sans cesse, Sava a baissé les yeux vers son assiette. Igna, a dit Arkhip, sa voix baissant juste assez pour signaler que nous n'étions plus dans la conversation mondaine. Nous voulions nous asseoir avec vous depuis longtemps. Il y a des choses sur le passé, sur votre histoire, qui, selon nous, méritent une discussion. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Arkhip. J'ai regardé Sava, qui étudiait toujours son esturgeon comme s'il lui devait de l'argent. Et je me suis dit, nous y voilà. 22 ans de construction. 22 ans de silence. 22 ans à croire que ce qui s'était passé avec Varnava Sobolev était resté enterré là où je l'avais mis. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée. Arkhip, ai-je dit en le reposant avec un bruit sourd. Avant que j'ouvre cela, je pense que vous devriez savoir quelque chose sur moi. Il a souri, patient, confiant, le sourire d'un homme qui croit tenir toutes les cartes en main. Je vous écoute, a-t-il dit. Je me suis penché en avant. Je ne m'assois jamais à une table que je n'ai pas déjà les moyens de renverser. L'enveloppe trônait entre nous comme une grenade dont on aurait déjà retiré la goupille. Et personne à cette table, ni Arkhip, ni Evdokia, ni même Sava, ne savait lequel d'entre nous tenait déjà la goupille. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'est important parce que tout le jeu, et ne vous y trompez pas, c'était absolument un jeu, dépendait de celui qui scillerait le premier. Arkhip avait passé, je suppose, un temps considérable à préparer ce moment. Le restaurant, le timing, l'enveloppe crème posée juste là. C'était une chorégraphie, et une chorégraphie ne fonctionne que si l'autre personne suit les pas que vous avez tracés. Je n'avais aucune intention de danser, alors j'ai pris ma fourchette, j'ai coupé mon morceau de viande, j'ai mâché lentement et j'ai laissé le silence s'installer à table comme un cinquième invité que personne n'avait convié. Evdokia a bougé sur son siège. Le sourire patient d'Arkhip s'est fissuré au coin gauche. Sava n'avait toujours pas levé les yeux. Enfin, après ce que j'ai compté comme 45 secondes très satisfaisantes, j'ai posé ma fourchette, essuyé ma bouche avec la serviette en tissu et j'ai tendu la main vers l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photocopies propres, organisés avec cette netteté délibérée qui indique le passage d'un avocat. Je ne les ai pas lus immédiatement. Je n'en avais pas besoin car, dès que mes yeux se sont posés sur le nom en haut de la première page, ma poitrine s'est glacée et est devenue totalement calme en même temps. Varnava Sobolev. Laissez-moi vous parler de Varnava Sobolev. En 1987, Varnava et moi étions partenaires. Nous avions 26 ans, nous étions fauchés de cette manière spécifique dont seuls les jeunes hommes ayant une ambition démesurée et aucun capital peuvent l'être. Et nous avions un plan pour construire quelque chose. Une petite unité de fabrication à Magnitogorsk. Rien de glamour. Des pièces métalliques pour l'équipement industriel. Le genre d'entreprise qui ne fait pas les gros titres, mais qui fait tourner le monde. Pendant 4 ans, nous l'avons bâti ensemble. Et pendant 4 ans, j'ai ignoré tous les signes montrant que Varnava n'était pas l'homme que je croyais. Il détournait des fonds. Pas de façon spectaculaire, pas d'un coup. Comme le font les termites, discrètement, avec constance, jusqu'à ce que la structure soit creuse et que vous ne le sachiez pas avant de vous appuyer sur le mauvais mur. En 1991, Varnava avait siphonné assez de nos comptes joints pour financer une opération séparée, un concurrent construit entièrement sur le dos de clients qu'il avait débauchés en utilisant nos contacts exclusifs et mes relations. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas hurlé.
Je suis devenu très, très silencieux. J'ai passé 6 mois à tout documenter, chaque transaction, chaque contrat détourné, chaque signature falsifiée. Et quand j'en ai eu assez, quand le dossier fut assez épais pour l'anéantir de 10 à 7 manières différentes, je me suis assis face à Varnava Sobolev dans ce même petit bureau de Magnitogorsk. Et je lui ai donné un choix. Partir, dissoudre sa firme concurrente, me céder ses parts restantes et disparaître. Ou alors, je portais tout au bureau du procureur, et il passait la décennie suivante à s'expliquer devant un jury. Varnava Sobolev a choisi de disparaître. J'ai reconstruit seul, et j'ai juré que je ne ferais plus jamais confiance à un associé. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais absolument pas savoir, c'est que Varnava Sobolev avait un frère cadet, de 15 ans son cadet. Un garçon qui avait peu, être 11 ans quand tout cela est arrivé. Un garçon qui a grandi en n'entendant qu'une seule version de l'histoire, celle d'un homme brisé qui n'a jamais admis ce qu'il avait réellement fait. Un garçon nommé Arkhip. J'ai levé les yeux des documents. Arkhip m'observait avec l'intensité concentrée d'un homme qui a attendu ce moment précis pendant très longtemps. Où avez-vous obtenu cela? Et je demandais calmement. Varnava tenait des registres, a dit Arkhip. Ses propres registres. Tout ce que vous lui avez fait, Ignat. Chaque menace, chaque ultimatum, la manière dont vous l'avez forcé à quitter une entreprise qu'il avait aidé à bâtir. J'ai hoché la tête lentement. Et depuis combien de temps détenez-vous cela? Assez longtemps, a-t-il dit. Varnava est décédé il y a 4 ans. Un cancer des poumons. Il est mort sans rien, Ignat. Rien. À cause de ce que vous lui avez pris. Et c'était là. Le chagrin sous la stratégie. Je veux être honnête avec vous. Je l'ai ressenti une petite douleur sourde pour la version de cette histoire qui était réelle pour Arkhip, parce qu'il y croyait sincèrement. Arkhip, et je dis avec précaution, je suis désolé pour votre frère. Je ne veux pas de vos condoléances. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'est penché en avant. Je veux que vous démissionniez. Discrètement. De tout rôle que vous occupez encore chez Severprom Logistica. Je veux un règlement financier formel. Le montant est dans l'enveloppe, payé à ma famille à titre de réparation pour ce que Varnava a perdu. Et je veux que ce soit fait avant que le nom de mon fils ne soit attaché à ce qui suivra. Et c'est là que Sava a enfin levé les yeux. Je veux décrire ce que j'ai vu sur le visage de Sava à ce moment-là, car cela compte énormément pour tout ce qui suit. Ce n'était pas le visage d'un conspirateur. C'était le visage d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qu'il n'était pas préparé à entendre à voix haute. Ses mâchoires se sont contractées. Ses yeux passaient de son père à moi et inversement avec la panique particulière de quelqu'un à qui on a dit que c'était juste un dîner et qui réalisait maintenant que ça ne l'avait jamais été. Père. A commencé Sava. Sava. La voix d'Arkhip était une porte close. Sava s'est tu. J'ai observé cet échange et je l'ai soigneusement enregistré. Depuis combien de temps le sais-tu? Ai-je demandé directement à Sava. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé son père. Sava, ai-je dit plus doucement cette fois. C'est à toi que je pose la question, pas à lui. Il a expiré, s'est frotté la nuque. Je savais qu'il y avait une histoire entre nos familles. Père m'a dit quand les choses sont devenues sérieuses avec Miroslava, a-t-il dit. Il a dit qu'il y avait une dette à régler et que ma proximité avec vous était. Il s'est arrêté. Point était ce que j'ai appelé une opportunité, ai-je terminé. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Evdokia a choisi ce moment pour poser sa main sur la mienne avec une chaleur si artificielle que j'ai failli vérifier s'il y avait un ticket de caisse. Igna, cela n'a pas besoin d'être désagréable, a-t-elle dit. Nous sommes une famille maintenant. Il s'agit de réparer les torts. J'ai regardé sa main sur la mienne. J'ai regardé son visage. J'ai regardé le sourire qui était prêt et attendait avant même que je franchisse la porte. Evdokia, ai-je dit poliment, j'ai besoin que vous entendiez très clairement cette prochaine partie. Parce que voici le truc avec un homme qui fait ce métier depuis 30 ans. On n'entre pas dans une pièce comme celle-ci les mains vides. Pas quand votre instinct a passé toute la semaine avant le dîner à vous murmurer à l'oreille. Pas quand un nom comme Varnava Sobolev traîne encore quelque part dans votre passé. J'avais moi aussi passé quelques coups de fil. J'ai posé ma propre enveloppe sur la table. Plus petite, blanche, banale. Les registres de Varnava sont incomplets, ai-je dit. Ce qui est logique, car un homme qui construit un faux récit a tendance à ne garder que les pages qui soutiennent sa version. Les yeux d'Arkhip sont tombés sur mon enveloppe. Ce que j'ai ici, ai-je continué, ce sont les relevés bancaires originaux de notre compte joint entre 1989 et 1991. Les schémas de retrait. Les virements vers une société écran enregistrée au nom de jeune fille de la femme de Varnava. La correspondance, incluant 3 courriels dans lesquels Varnava discutait explicitement de son plan pour copier notre liste de clients et lancer une firme concurrente en utilisant notre infrastructure. J'ai aussi une déclaration sous serment d'un homme nommé Valéry Poutko, le comptable de Varnava à l'époque, qui a 71 ans, est en parfaite santé, et est tout à fait disposé à témoigner sur ce qu'il a traité sous les ordres de Varnava. Le visage d'Arkhip avait changé. La confiance patiente avait disparu.
À sa place se trouvait quelque chose de brut, quelque chose qui, sous la colère, ressemblait presque à du chagrin. Vous l'avez détruit, a-t-il dit. Sa voix avait perdu son vernis de dîner mondain. Il s'est détruit tout seul, ai-je dit. Et puis il vous a raconté une histoire qui lui a permis de mourir en se sentant comme une victime au lieu de ce qu'il était réellement. Vous l'avez menacé. Vous l'avez forcé. Je lui ai donné un choix, ai-je dit. Le même choix que la loi lui aurait donné, mais avec considérablement moins d'humiliation publique. Ce qu'il a fait de ce choix relevait entièrement de sa responsabilité. Arkhip s'est levé. Pas de façon dramatique, juste le lent redressement d'un homme dont les jambes ont pris une décision avant son cerveau. Evdokia a touché son bras. Asseyez-vous, Arkhip, ai-je dit doucement. S'il vous plaît, car cette conversation n'est pas terminée, et la partie qui reste, celle qui compte vraiment, concerne votre fils. Et pour la première fois depuis que je m'étais assis, j'ai vu quelque chose sur son visage qui n'était ni de la panique, ni du jeu, ni l'assurance répétée d'un homme élevé pour s'attendre à ce que le monde s'organise autour de lui. J'ai vu quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la honte. Ça va, ai-je dit, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes comme si j'étais simplement Igna. Pas ton beau-père, pas un vieil homme en chemise de flanelle, juste Igna. Il a légèrement hoché la tête. Je me suis penché en avant. Je sais qui tu es. Je le savais avant même que tu ne franchisses la porte de ma fille. Et ce que je m'apprête à te dire va changer absolument tout ce que tu penses avoir compris de ta vie ces 14 derniers mois. Le serveur est apparu au bord de la table. Puis-je vous proposer un dessert, a-t-il demandé joyeusement. Nous l'avons tous les quatre dévisagé. Il a reculé lentement. Sava allait découvrir que le vieil homme tranquille en chemise de flanelle n'était pas un invité dans son monde. Il en était l'architecte, et les plans étaient sur le point de tomber sur la table. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous voulez que ces histoires continuent, cela nous aide beaucoup si vous cliquez sur le bouton j'aime et si vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner la boutique. Merci vraiment. Je veux vous dire quelque chose sur le mot révélation. Les gens pensent qu'une révélation est dramatique. Ils pensent qu'elle arrive avec des voix fortes, des doigts pointés et quelqu'un qui quitte la pièce en trombe. Ils ont regardé trop de films. D'après mon expérience, les révélations les plus dévastatrices se font avec les voix les plus calmes, celles qui n'ont pas besoin de volume parce que les mots eux-mêmes sont assez lourds pour clouer un homme à sa chaise sans même lever le petit doigt. Je me suis versé un verre d'eau, j'en ai bu une gorgée, je l'ai reposé et j'ai commencé. Ça va, ai-je dit, que sais-tu de la façon dont tu as obtenu ton poste? Il s'est redressé légèrement. Le réflexe du PDG, l'assemblage automatique de sang-froid que je l'avais regardé déployer dans les conseils d'administration pendant plus d'un an. J'ai été chassé par un cabinet, a-t-il dit. Un cabinet de recrutement de cadres. J'ai passé des entretiens avec le conseil. C'était un processus compétitif. Ça l'était, ai-je convenu, tout à fait légitime. Tes chiffres étaient bons. Tes instincts étaient justes. Je veux que tu retiennes cette partie, parce qu'elle est vraie et qu'elle compte. Qu'est-ce que vous voulez dire, pourquoi je devrais retenir cette partie? Je veux dire, ai-je dit lentement, que le cabinet de recrutement qui t'a débauché a été mandaté par moi. Le conseil d'administration avec lequel tu as passé l'entretien me rendait compte. Le poste que tu occupes depuis 14 mois, celui avec le bureau d'angle au 19 étages, l'indemnité de voiture et le salaire que je connais parce que je l'ai moi-même approuvé, existe au sein d'une entreprise que je possède entièrement. Depuis 22 ans. Son front s'est plissé, puis s'est figé. Son visage a fait ce que je ne peux décrire que comme un arrêt progressif du système, comme un ordinateur à qui l'on donne une information incompréhensible et qui s'arrête simplement de traiter. Votre. A-t-il commencé. Igna Vesevolodovic, ai-je dit, fondateur et propriétaire unique de Severprom Logistica. Le mot prom dans le nom était une idée de Varnava. Je l'ai gardé parce que j'ai bâti cette entreprise sur la leçon qu'il m'a enseignée et que je ne voulais jamais l'oublier. Tu as dirigé ma société, ça va, en rapportant à mes cadres, en signant mes contrats, assis dans un fauteuil où je t'ai moi-même placé. Silence absolu. Arkhip s'était rassis à un moment donné. Je n'avais pas remarqué quand. Il ressemblait à un homme regardant un bâtiment qu'il avait mis des années à construire s'effondrer silencieusement, étage par étage. Pourquoi? Le mot est sorti de la bouche de Sava de manière plus jeune qu'il ne l'aurait voulu, dépouillé de son vernis de direction, juste un homme posant une question sincère. Pourquoi feriez-vous cela? Evdokia a émis un son entre le soupir et la moquerie. Donc tout cela n'était qu'une sorte de test. Non, ai-je dit en me tournant vers elle avec une patience que je veux que vous sachiez sincère. C'était moi agissant en tant que père. Il y a une différence. J'ai laissé un moment à Sava parce que le poids que je venais de lui poser sur les épaules était lourd, et je ne suis pas un homme cruel. Je voulais qu'il retrouve ses appuis avant la partie suivante, car la partie suivante allait exiger de lui une décision. Et les décisions prises en pleine chute libre sont rarement celles que l'on assume plus tard. Il a passé ses deux mains dans ses cheveux, a expiré par le nez, a regardé la nappe pendant un long moment. Puis il a regardé son père, et j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Sava que je n'avais pas anticipé, ce n'était plus de la confusion. Pas tout à fait de la honte. C'était quelque chose de plus froid et de plus lucide. Depuis combien de temps, a-t-il dit à Arkhip.
calme, direct. Arkhip a dit, ça ne veut rien dire. Père. La voix de Sava avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Depuis combien de temps sais-tu qui est Igna Vsevolodovitch? Depuis combien de temps? Arkhip a ajusté ses boutons de manchette, une tactique de diversion si transparente qu'elle en était presque triste. J'ai commencé à avoir des doutes quand tu m'as donné le nom de l'entreprise, Severprom Logistica. Varnava m'avait mentionné ce nom il y a des années. J'ai fait des recherches. Quand je t'ai donné le nom de l'entreprise, a répété Sava lentement, c'est, dire avant même que Miroslava et moi ne soyons fiancés. Je protégeais notre famille. Tu t'es servi de moi, a dit Sava. Les mots sont sortis plats et précis, comme s'il lisait un document. Tu as découvert pour qui je travaillais et tu as vu une opportunité. Tu m'as laissé tomber amoureux de Miroslava. Tu l'as encouragé parce que tu pensais que j'étais ton moyen de pression. Evdokia a cherché la main de son fils. Mon chéri, ton oncle Varnava mérite. Ne fais pas ça. Sava a retiré sa main. Ne mêle pas Varnava à ça maintenant. Je suis resté très immobile, car ce qui se passait de l'autre côté de la table n'avait plus rien à voir avec moi. C'était un jeune homme voyant son père clairement, être pour la première fois. Et la chose à faire à ce moment-là était absolument de ne rien faire. Arkhip a tenté un autre angle. L'angle paternel. Celui qui sort quand la logique échoue. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille, ça va. Cet homme a tout pris à ton oncle, à notre famille. Tu étais enfin en position de. En position de quoi? La voix de Sava a tremblé sur le mot, puis s'est durcie immédiatement. De t'aider à faire chanter mon beau-père? D'utiliser la famille de ma femme pour régler une rancune de 30 ans sur une histoire qui, d'après ce qu'Igna vient de poser sur cette table, n'était même pas vraie? Arkhip n'avait aucune réponse à cela. J'ai repris mon verre d'eau, surtout pour donner une occupation à mes mains. Après un long moment, Sava s'est tourné vers moi. Son visage était composé, délibéré. J'ai reconnu ce visage. C'était celui qu'il arborait en entrant dans des réunions de conseil difficiles. C'était, ai-je réalisé avec une fierté tranquille que je gardais pour moi, le visage d'un véritable dirigeant. Je vous dois des excuses. A-t-il dit. Non, ai-je dit. Tu ne savais pas. J'en savais assez pour sentir que quelque chose n'allait pas ce soir, et je suis venu quand même, a-t-il dit. Je suis resté assis à cette table pendant que mon père posait cette enveloppe devant vous, et j'ai regardé mon assiette. Ce n'est pas l'homme que je veux être. Je l'ai regardé pendant un long moment. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. Et le fait que tu le saches est exactement la raison pour laquelle tu as toujours ton poste lundi matin. Quelque chose a passé sur son visage du soulagement, qu'il essayait de garder digne. Quant à vous, ai-je dit en me tournant vers Arkhip. Il a relevé le menton, la dernière posture d'un homme qui a perdu et n'a pas fini de faire semblant du contraire. Ces documents que vous avez apportés ce soir, ai-je dit en désignant l'enveloppe crème, sont incomplets, trompeurs et, dans le contexte de ce que j'ai présenté, tout à fait inoffensifs pour moi. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous compreniez que vous êtes venu ici ce soir avec ce que vous croyez être une arme, et qu'il s'est avéré que ce n'était qu'une photographie d'une arme. Arkhip n'a rien dit. Sa mâchoire travaillait, mais aucun son ne sortait. Je ne vais engager aucune poursuite légale contre vous, ai-je continué. Non pas parce que je ne le peux pas, mais parce que Varnava était votre frère et que le chagrin fait faire aux gens des choses que la version saine d'eux-mêmes ne ferait jamais. Je le comprends. Je suis sincèrement désolé de la façon dont il vous a raconté cette histoire, et je suis désolé que vous ayez passé des années à porter ce fardeau. Les yeux d'Evdokia étaient humides. Elle regardait la nappe. J'aurais presque eu de la peine pour elle. Presque. Mais j'ai besoin que vous entendiez cette prochaine partie, ai-je dit clairement, parce que je ne la dirai qu'une fois. Je me suis penché en avant. Sava est le PDG de ma société. Miroslava est ma fille et, depuis ses 25 ans il y a 3 mois, l'actionnaire majoritaire de cette même société. Votre fils est entré dans ce que vous avez passé des années à essayer de dévorer. Et la seule raison pour laquelle tout cela reste accessible pour lui et par extension pour votre famille, c'est parce qu'il vient de me prouver au cours des 10 dernières minutes qu'il n'est pas vous. Le silence qui a suivi cette phrase a été le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, et pourtant je n'ai pas dépensé un seul rouble pour l'obtenir. Arkhip a pris sa serviette, l'a pliée, l'a posée sur la table à côté de son assiette, le geste d'un homme qui n'a plus rien à faire de ses mains. Nous devrions y aller. A-t-il dit à Evdokia. Elle a hoché la tête en silence. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Sava. Ils se sont levés. Arkhip a porté la main à sa veste par réflexe, je pense, vers l'enveloppe, puis s'est arrêté. Il l'a laissé là. Intelligent. Il a marqué une pause près de l'épaule de Sava en sortant. Fils, je t'appellerai. Sava a répondu, plus tard. Pas ce soir. Plus tard. La distance dans ces mots aurait pu remplir tout le restaurant. Arkhip et Evdokia s'en sortissent de la toison d'or, et je les ai regardés partir sans ressentir rien de dramatique, juste le sentiment tranquille et apaisé d'une chose restée inachevée pendant 30 ans et enfin rangée proprement sur une étagère. Sava et moi sommes restés silencieux un moment. Le serveur est réapparu, béni soit-il,
avec l'assurance d'un homme qui a décidé que l'orage était passé. Un dessert? A-t-il demandé. Sava m'a regardé. J'ai regardé Sava. Vous savez quoi? Ai-je dit. Oui, c'est quoi ce truc au chocolat? Deux comme ça, ai-je commandé. Et du café. Du vrai café, pas cette absurdité de décaféiné. Le serveur a disparu. Sava a laissé échapper un souffle qui semblait attendre depuis avant les entrées, Ignav Vsevolodovitch. Oui, je dois vous demander une chose, et j'ai besoin que vous soyez toujours honnête avec moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que vous me faites vraiment confiance pour diriger l'entreprise? Pas en tant que mari de Miroslava. Mais en tant que PDG. J'ai considéré la question comme elle le méritait. Il y a 6 mois, ai-je dit, tu as restructuré la chaîne logistique de la Volga et tu nous as fait économiser 400 millions de roubles par an. Tu l'as fait sans qu'on te le demande. Tu as identifié le problème, construit la solution et l'as présenté au conseil avant même que je sache qu'il y avait un souci. J'ai fait une pause. Alors oui, je te fais confiance. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Mais, ai-je ajouté. Il a levé les yeux. Lundi matin, toi et moi allons avoir une vraie conversation. Pas de beau-père à gendre, pas de propriétaire à PDG entre deux hommes. Une conversation honnête sur ce que nous savons tous les deux et sur la façon dont nous avançons. Plus de zone d'ombre. Plus de mystère de chemise en flanelle. Le coin de sa bouche a bougé. Vous n'allez vraiment pas arrêter de porter la flanelle, n'est-ce pas? La flanelle n'est pas négociable, ai-je dit fermement. Il a ri. Un vrai rire, la première chose authentique que j'entendais de lui de toute la soirée. Les fondants au chocolat sont arrivés. Nous les avons mangés. Le chocolat était indécemment bon. J'ai noté de laisser un pourboire généreux au serveur en sortant car, honnêtement, l'homme l'avait mérité. Je suis rentré chez moi dans mon Nuazé Patrio de 2006 au rétroviseur fissuré. La ville défilait derrière les vitres et j'ai laissé couler. J'ai pensé à Varnava Sobolev, au jeune homme qu'il était avant que l'avidité ne plante ses griffes en lui. J'ai pensé à Arkhip assis quelque part ce soir avec une enveloppe vide et une histoire pleine de trous. J'ai pensé à Sava rentrant chez ma fille, essayant de trouver comment expliquer une soirée qui avait réorganisé toute la compréhension de sa propre vie. J'ai pensé à ce que signifie construire quelque chose, pas seulement une entreprise. Une façon de se mouvoir dans le monde qui fait que, quand quelqu'un finit par venir vous chercher et quelqu'un finit toujours par venir vous chercher, vous n'êtes pas pris au dépourvu à une table de restaurant. Vous êtes déjà chez vous. Je me suis garé dans l'allée, je suis resté dans le véhicule 1 minute, regardant ma maison, modeste, chaleureuse, éclairée de l'intérieur parce que Miroslava était passée plus tôt et qu'elle n'oublie jamais de laisser la lumière de la cuisine allumée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sava, j'ai tout dit à Miroslava, elle dit que vous êtes impossible et qu'elle vous aime. En plus, elle dit que l'histoire de la flanelle est embarrassante et elle est d'accord avec moi. J'ai souri à mon téléphone dans le noir, j'ai tapé en réponse. Dis-lui que la flanelle a bâti son héritage. J'ai mis le téléphone dans ma poche, je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers ma porte d'entrée. Quelque part à l'autre bout de la ville, Arkhip Orlov était assis avec une enveloppe vide et une histoire en lambeaux. Et moi, je rentrais chez moi m'occuper de mes tomates. Certains hommes construisent des empires pour prouver quelque chose. Ignav Vsevolodovitch a construit le sien pour protéger quelque chose. Il y a une différence. Et ce soir, enfin, tout le monde autour de la table avait compris. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de notre sphère.